et bienvenue à la critique exigeante pour une vidéo analytique sur Dragon Ball. Ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait. Et ça se justifie parce que lors du dernier chapitre de Dragon Ball Super, on se rend compte qu'on dirait que... Il y a une en fait, on se rend compte. On dirait qu'il y a une compréhension non seulement de Goku qui n'est pas faite, mais ça on le savait depuis un bon bout de temps, mais également je pense un peu de la conception du sort des ennemis dans Dragon Ball. Au début je pensais que ce problème-là était inhérent à Dragon Ball, mais en réfléchissant pour préparer cette vidéo-là, je me rends compte qu'en fait ce n'est pas le cas. C'est vraiment Dragon Ball Super qui est problématique ici. Dragon Ball normal du nom n'a pas ce problème-là. Donc, allons-y, faisons un retour sur justement c'est quoi le sort habituel qui est réservé aux ennemis dans Dragon Ball et est-ce qu'on considère souvent les épargner, etc. Donc on peut commencer vraiment au niveau de l'armée du ruban rouge, même si à cette époque-là on est un peu encore dans le plus action gag que une drame sérieuse, mais n'empêche que c'est quand même à ce moment-là que des personnages meurent. Hein, Tao Pai Pai, comment dire, il tue des gens. Il y a d'ailleurs la première mort, je pense, tragique de l'œuvre. Et éventuellement, Goku va buter Tao Pai Pai. Sans hésitation et sans vraiment remords. Bien que ce dernier, devant Tao Pai Pai qui se repentit, va quand même accepter de l'épargner. Mais ça va juste être une route de Tao Pai Pai, mais on ne semble pas vraiment en faire tout un drame. C'est pas super important. Après coup, on devient encore plus sérieux dans l'arc de Piccolo Père, si on s'exprime ainsi, et ici Goku a vraiment aucune hésitation à tuer non seulement Piccolo, mais également ses sbires. C'est sûr qu'à l'époque, ça se justifie par le fait que ce sont des démons, donc on n'a pas vraiment à s'en vouloir de tuer du démon. Piccolo Junior, c'est là qu'on va peut-être davantage entrer dans cette tradition-là. On a Goku qui, on va peut-être montrer qu'il a mûri en épargnant Piccolo, bien qu'il a des raisons de le faire, parce que s'il tue Piccolo, le plus puissant meurt. Et également, ils vont en Piccolo en rival et il veut pas le perdre. Il donnera également un sensu, le premier sensu que Goku donnera à un ennemi. Mais ici, ça passe quand même assez bien. C'est fonctionnel. Raditz maintenant, Goku oui, est trop bon, il va se laisser berner par son frère. Mais après coup, n'hésitera pas en se sacrifiant pour l'emporter avec lui. Et si on poursuit, il ne tuera pas Nappa, il va simplement le blesser grièvement. Par contre, il ne réagira pas davantage au fait que Vegeta va tuer Nappa de mémoire. Il livrera pas une réplique comme quoi « mais c'était ton ami ». Il dira pas ce genre de choses-là. Mais Goku va demander à Krillin d'épargner Vegeta parce que ce dernier représente un potentiel futur rival, mais avant toute chose, un mur qu'il n'a pas réussi à franchir, mais qu'il souhaiterait bien pouvoir franchir. Donc là, on a vraiment un peu les balbutiements d'un Goku un peu plus... qui considère un peu plus le sort de ses adversaires. Et c'est vraiment dans la saga Namek qu'on rentre dans le paroxysme du Goku pacifique. Il va s'opposer au meurtre de n'importe quel membre de Ginyu Force, même si dans le cas, par exemple, du chef, Ginyu, le fait de ne pas le tuer, ça va se retourner contre lui. Mais même si Vegeta en tue, il va quand même s'opposer à ça. Et c'est là qu'on voit vraiment peut-être une forme de naïveté, un pacifisme trop naïf chez Goku, parce que justement, ça se retourne contre lui, mais également de se dire, bon tu leur laisses la vie sauve, mais qu'est-ce que tu penses que ces individus-là vont faire? Ne pas provoquer chez eux un repentir. Ils sont peut-être pas une menace pour toi, mais ils peuvent l'être pour être des êtres plus faibles qu'eux. Et dans l'anime, on va le voir que ça se concrétise de façon assez anecdotique. Tao Pai Pai est laissé en vie, mais il va continuer à faire ses sales besognes. C'est juste que maintenant il sait, il va s'attaquer à plus faible que lui. Donc vraiment, le fait que Goku ne veuille pas tuer ces gens-là, ou du moins juste les épargner sans rien de plus, c'était vraiment un peu trop naïf. Mais je pense qu'on voulait vraiment mettre d'avant le côté pacifique de Goku à ce moment-là, pour faire le clash avec le Super Saiyan qui est censé être un être un peu sans pitié. Même si au final, même sous cette forme-là, Goku va épargner à 2 reprises Freezer, c'est quand même pas rien. Et même quand il va le tuer, on le sent dans vraiment, j'adore cette case-là, une forme de regret chez Goku, même sous la forme du Super Saiyan, qui est le résultat d'une colère pure, il y a quand même une tristesse à avoir dû tuer Freezer, quand même. Mais ça semble quand même y avoir pris une leçon, parce qu'après coup, ce pacifisme de Goku-là est complètement relé aux oubliettes. Quand on n'abordera pas tellement cet enjeu-là avec les cyborgs, parce que la plupart du temps, il est dans le coma, ou du moins il est endormi. Mais quand vient le temps de Cell, Goku n'hésite pas. Il se dit, bon, faut qu'on tue Cell. Il n'y a jamais de question de le laisser en vie, ou etc. Faut qu'on le tue. Même si Cell, à l'image de Vegeta, est devenu plus fort que Goku. Mais Goku se dit pas, on va le laisser en vie parce que je veux réussir à le battre plus tard. Non, on le tue. C'est lui-même qui va implorer Gohan d'en finir le plus rapidement possible avant que ce dernier peut-être se fasse grossir pour exploser la planète. Donc vraiment, Goku pacifique, il est déjà plus là. Et ça se poursuit dans la saga Buu.
On sait pas trop comment le passage dans le paradis a pu changer la mentalité de Goku, mais quand Vegeta tue Puis qui est ô combien plus faible que ce dernier, ben Goku dit rien. Il s'oppose nullement à cette exécution. Il va tuer sans aucune hésitation Yakon, peut-être parce qu'il jugeait que c'était un monstre, mais bon, semblait quand même capable de doué de penser. Puis entre vous et moi, le commando Ginyu est également composé, si on veut, de mutants. Donc oui, humanoïdes d'une certaine façon, mais n'empêche, Yakon est quand même capable d'un être doué d'intelligence. Et sans aucune hésitation, il va dire ouais, ben s'il faut tuer Dabra pour dépétrifier Krillin et Piccolo, ben je vais le faire, hein. Il n'y a aucune hésitation à avoir. En même temps, Dabra, c'est, pour l'instant, encore c'était un démon, le roi des démons à l'époque. Donc peut-être que là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. On se dit que bon, c'est un être foncièrement méchant. Et pour le code bout, là, on retourne un peu plus au Goku d'antan, qui a quand même une bonne hésitation, mais un regret de se dire bon, ben je te tue, Boo, mais si tu pouvais revenir à un être bien, ça serait pas mal parce que t'es le mur que j'ai pas réussi à surmonter et j'aimerais bien pouvoir avoir à nouveau ce défi-là dans ma vie. Mais il y a quand même un élément assez intéressant. Goku prend conscience qu'il pourra pas changer la mentalité de Boo. Il se dit que ça se peut pas. Il espère juste que la prochaine réincarnation aura le potentiel de combat de Boo, mais un bon état d'esprit, une bonne personnalité. Donc au final, on voit que si dans Namek, Goku est très pacifique, éventuellement ça évolue et puis non, hein, il tue ses adversaires. Il va pas leur laisser 3-4 chances. Et c'est là qu'on voit que Dragon Ball Super semble avoir fait une obsession par rapport à la saga Namek. Chose que Dragon Ball GT ne fera même pas, hein. D'ailleurs, dans Dragon Ball GT, de mémoire, Goku, je me souviens que, je vous précise, j'ai pas encore vu tous les épisodes, je les verrai probablement jamais, mais quand vient le temps de Baby, Super C17 et les Dragons Noirs, Goku n'hésite à peu près pas à les tuer. À part peut-être Sushieron qui avait démontré qu'il était une bonne personne. Mais aucune hésitation à avoir. C'est vraiment dans Dragon Ball Super que tout cet étrange concept va commencer. Et alors que ça aurait pu se clore, hein, on fait fi de la saga Beerus, c'est pas là, c'est vraiment le retour de Freezer qui, on dirait, se sont dit ouais, on reprend Goku et ce qu'il en est. Il est comme à la saga Namek, hein, Goku, c'est un mec qui tue pas ses adversaires à temps, puis ça se retourne toujours contre lui. Ça sort de où ça? Ça sort justement de la saga Namek. Mais saga Cell, Boo, non, ça n'a pas lieu d'être. Goku a évolué depuis. Donc le faire régresser avec un vieux problème, c'est un peu ridicule. Mais ça aurait pu s'arrêter là, parce qu'au final, vraiment, c'est un des rares arcs dans Dragon Ball où on a à ce point-là une morale par rapport à justement ce sujet-là. Tue tes adversaires avant de le regretter. Et justement, Goku apprend de ses erreurs à ce moment-là. Ça aurait pu être bon, on aurait pu passer à autre chose. Dans l'arc Black, dans le manga, Goku semble plus déterminé à tuer Black, ça c'est bien. Dans l'anime, précisons que, à cause d'une faille scénaristique, Goku a la chance d'affronter Black dans un premier temps. Il pourrait très rapidement le tuer en Super Saiyan Blue ou avec le Kaioken si les auteurs n'avaient pas oublié que ça existait à ce moment-là. Mais il ne le fait pas, il préfère s'amuser. Donc déjà, la leçon, faut croire qu'elle est déjà oubliée à ce moment-là dans l'anime. Mais bon, l'anime est ce qu'elle est quand même. Et, tout récemment, avec Moro, on retourne encore une fois à ce même enjeu-là. De comme Goku qui, ouais, Moro, hein, si tu pouvais devenir une bonne personne, ça serait vraiment bien, hein, je veux me battre contre toi, t'es super trop balèze. Je te laisse même plusieurs chances, hein. Pourquoi? Est-ce qu'on a oublié qu'il y avait un arc dédié à apprendre cette leçon-là et que là, tout ça va se reproduire? Est-ce qu'on s'est juste dit, bon, ben, faut qu'on fasse un peu comme dans l'arc Cell, donc on va plagier jusqu'au bout, même si c'est incohérent avec les leçons apprises précédemment? Je sais que dans le manga, on n'a pas vu tellement l'arc Retour de Freezer, mais ils y font tellement allusion, comme si forcément ils disaient, bon, ben, regarde, vous avez vu le film, hein? Vous avez vu le film, on le fera pas en manga. Donc effectivement, si on a vu le film, on sait que cette leçon a été apprise. Pourquoi est-ce qu'on retourne à nouveau vers ça? Pourquoi on fait une telle fixation sur un Goku Saga Namek? Parce qu'au final, on se dit peut-être que faut que Goku soit vraiment plus un héros typique du Neketsu qui ne veut pas tuer ses adversaires. Une défense de Dragon Ball normal, c'était vraiment d'être un peu tellement son propre candidat. C'était oui un Neketsu, mais tellement pas à la sauce Naruto, Bleachesque. On n'avait pas tellement des discours d'amour et d'amitié de comme ah, mais t'as tué tes amis, c'est pas très bien. Et c'est en ce sens-là que la saga Freezer, saga Namek, avec Goku qui est ultra pacifique, justement, ça détonnait un peu. Pourquoi Goku est à ce point-là pacifique? On dirait vraiment que Toriyama s'est juste inspiré de s'est dit bon ben, je laisse la vie sauve à Vegeta, puis je veux faire pareil pour tout le monde. Donc déjà à l'époque, ça jurait un peu. Et de voir Dragon Ball Super mettre autant d'accent sur cet arc-là uniquement en faisant fi de l'arc Cell, de l'arc Boo, de l'évolution de Goku, c'est un peu ridicule. Ils font même fi de leur propre arc. Donc, pourquoi une telle obsession? Je pense justement parce que le gros problème avec Goku dans Dragon Ball Super, c'est qu'ils ont voulu le moderniser d'une certaine façon, le lufféiser, le
le rendre plus classique encore qu'il ne devrait l'être. Et c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Donc, au final, est-ce qu'on va avoir le droit cette fois-ci à une morale véritablement apprise de la part de Goku? Ou on va encore revenir à l'idée que, ouais, Goku, hein, il tue pas ses adversaires, ça pose problème. À voir, à voir. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça. J'aurais pu faire une vidéo qui s'appelle Comment Dragon Ball Super gère très mal le personnage de Goku. C'est certes vrai, mais ici, je voulais vraiment préciser davantage par rapport au qu'est-ce qui s'en passe au niveau des adversaires. Est-ce qu'on devrait les tuer ou pas? Qu'est-ce que Dragon Ball fait normalement à ce niveau-là? Généralement, on les tue parce que Dragon Ball, les méchants ont souvent été plus noirs que gris. Dans Dragon Ball Super, on tente d'avoir des héros qui croient que c'est le cas, mais les méchants ne le sont toujours pas. Donc c'est un peu bizarre comme mélange, honnêtement. Donc, commentez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez du traitement des méchants dans Dragon Ball et qu'est-ce que vous pensez du traitement des méchants dans Dragon Ball Super? Est-ce que c'est si différent? Est-ce qu'on est dans une bonne direction, une mauvaise direction? Donc, allez-y, lâchez-vous loose. Pour la prochaine critique exigeante, j'avais très aimé le premier exercice de mon top 10 des génériques d'anime. Je pense que je vais faire un autre top 10. Ça sera pas forcément. Ça va juste être 10 autres génériques que je trouve vraiment incroyables, mais qui n'avaient pas eu le droit à leur place dans ce top 10. Je veux dire, j'adore tellement les génériques et en parler que un autre 10. Et encore, probablement que je pourrais en faire un 10 autres après ça. Donc, à voir la semaine prochaine. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, vous abonner, partager et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. La prochaine fois, transforme-toi en brave et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès.